Bonjour à tous, merci Anaïs pour ce passage de relais. Je suis ravie d'être parmi vous. Je vais inviter dès à présent les participants à la table ronde qui suit. Donc Gabriel Djabikani, bienvenue, merci à vous. Ambroise Leca, merci. Jean-Thomas Schmitt et Jérôme Brossier. Merci à vous quatre. Alors, donc je suis en effet membre de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, auteur d'une récente publication sur l'industrie verte dont nous allons parler. Je tiens avant tout à remercier la Société d'encouragement pour l'industrie nationale pour ces événements réguliers, toujours d'excellentes factures, qui font avancer la cause de l'industrie en France, la renaissance industrielle et qui font vivre le collectif de notre industrie. Merci pour ça. Et nous allons, sans plus attendre, commencer à débattre de ce sujet passionnant qu'est l'industrie verte. Alors l'industrie verte, on en a parlé depuis le début de cette intervention, anime la scène médiatique, économique et politique. On l'a vu hier, mais également depuis de nombreux mois, parce qu'il s'agit d'une transformation profonde et systémique. On en parlera dans un instant. Transformation profonde, peut-être encore plus systémique que l'industrie 4.0 en raison de l'ampleur des enjeux, des investissements et de la temporalité de cette transformation à 5, 10, 15 ans, mais également en raison de l'importance du projet. Je cite ici les propos du président de la République il y a quelques jours. Le projet de l'industrie verte ou de la réindustrialisation, c'est non moins que créer du pouvoir d'achat, financer notre modèle social, construire un avenir pour nos enfants, attirer l'innovation et les talents, réduire le déficit du commerce extérieur, stopper le décrochage de cette France des territoires. Vaste projet, donc, que celui de l'industrie verte. Alors, on va en parler. Il y a le projet de loi et puis il y a ce qu'on va faire tous, car nous sommes tous concernés. Donc, au-delà du terme industrie verte, on va y revenir, au-delà du projet de loi, eh bien, l'industrie verte, oui, pour quel avenir ? Pour quel récit ? Et puis, pour quelle posture de chacun d'entre nous, quelles actions, car nous sommes tous concernés. L'industrie verte, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une destination, c'est un chemin que nous devons parcourir. Et pour s'engager dans ce chemin, eh bien, il faut un avenir positif pour tous. Il faut que chacun y voit son opportunité, performance économique pour les entreprises, attractivité des territoires, souveraineté pour l'intérêt national, un objectif ou des bénéfices qui permettent d'amorcer une dynamique ou de l'entretenir. Amorcer là où on fait trop peu, entretenir un cercle vertueux qui nous permet d'aller toujours plus loin, individuellement et collectivement, par palier vers et dans ce chemin de l'industrie verte. Ces bénéfices, ces opportunités, cet avenir, c'est l'objet de cette table ronde. Quelles opportunités représente l'industrie verte suffisantes pour se mettre en mouvement ? Quelles actions ou quelles questions doivent être faites ou posées en priorité pour engager et accélérer cette transformation individuelle et collective ? Et comment suivre cette dynamique ? Avec, bien sûr, en chapeau, la question de l'avenir que nous promettons et que nous promet cette transformation qui nous motive. C'est ce que nous allons évoquer avec nos intervenants. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Djabikani. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. La Banque des Territoires que vous représentez est un acteur central dans notre renaissance industrielle, partenaire de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Merci. Vous êtes directeur adjoint de l'investissement de la Banque des Territoires, en charge notamment des sujets d'innovation et d'industrie. Après avoir passé 8 ans dans l'industrie de l'énergie, la Banque des Territoires est une filiale de la Caisse des dépôts qui est à la fois financeur de projets de territoire et d'entreprise, mais également opérateur de l'État pour des programmes tels que Territoire d'industrie, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Ambroise Leca, vous êtes partenaire chez Roland Berger, vous disposez d'une expérience dans le conseil en stratégie depuis plus de 20 ans. Vous êtes normalien, diplômé de Sciences Po et d'HEC, spécialiste des industries de process, projets de stratégie et restructuration. Merci d'être là. Jérôme Brossier, vous êtes directeur du développement des entreprises de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, également territoire d'industrie. Votre collectivité représente 280 000 habitants et 165 sites industriels pour 12 000 emplois directs.
votre territoire s'est illustré dans l'actualité par la fermeture en 2021 et la revitalisation du site de Bridgestone, l'installation d'une Gigafactory ACC, inaugurée le 30 mai prochain, et une dynamique entrepreneuriale importante dont témoignent non moins de 65 projets lauréats de France Relance. Jean-Thomas Schmitt, merci à vous d'être présent. Vous êtes président-directeur général d'Epner, vice-président du METI et coprésident du club des ETI, entreprises de taille intermédiaire Grand Est. Epner est une société de transport et de logistique, comptant plus de 3500 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays en Europe et en Afrique. Et le METI, Mouvement des entreprises de taille intermédiaire, existe depuis près de 20 ans et a progressivement imprimé la marque ETI dans le paysage économique français avec 5500 ETI, dont environ 1000 industriels. Alors on va lancer tout de suite le débat. Avant cela, quelques éléments pour poser le cadre de cet échange. On a parlé d'une transformation systémique. En effet, nous allons donc parler décarbonation aujourd'hui, mais pas uniquement. L'industrie verte, que l'on observe, qui se réalise aujourd'hui, ce ne sont pas des injonctions, mais bien la réalité, ce sont 5 éléments que je vous propose de retenir. La décarbonation, oui, bien sûr, c'est le premier élément. Mais c'est aussi l'industrie verte, une industrie qui produit là où l'on consomme. Ce sont donc des relocalisations, de la production en France. C'est également une industrie qui est, et c'est très proche, circulaire, respectueuse des ressources. On parlera foncier, on parlera eau, matières premières. C'est, quatrième élément, une industrie qui endosse la vocation industrielle pleine de cohésion sociale et territoriale. Donc c'est une industrie qui est inclusive. Et puis enfin, c'est une industrie qui est profondément territoriale, qui mesure, objective son impact sur l'attractivité et la compétitivité locale. On est donc dans le cadre de cet échange. Alors, Ambroise, commençons avec vous. Merci encore d'être présent. Pouvez-vous nous rappeler les grands chiffres à connaître en matière d'industrie verte, également l'avenir vers lequel nous allons avec cette réindustrialisation, et puis dans un deuxième temps, nous indiquer les opportunités que ça représente pour les entreprises. Ouais, volontiers, bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais prendre mes notes parce qu'effectivement je me suis noté quelques chiffres pour préparer ça. Donc l'industrie verte regroupe 2 objectifs en fait. D'abord c'est un objectif de réduction, de diminution des émissions de carbone. Et puis d'autre part, c'est un objectif de réarmement de l'industrie française à travers un gain de compétitivité passant par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et également en développant les industries de la décarbonation. Alors, premier objectif, diminuer les émissions de carbone de la France. Aujourd'hui, l'industrie en France, c'est 19% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Cette industrie, elle doit diminuer ses émissions de 50% d'ici à 2030, d'où l'injonction du président de la République aux 50 premiers sites industriels émetteurs de CO2 qui regroupent 60% des émissions de CO2 en France, de réduire leurs émissions de moitié d'ici à 2030 en échange d'une aide de 4 milliards d'euros qui pourra éventuellement être jusqu'à doubler si les objectifs sont réalisés. Donc ça, c'est le premier objectif de diminution des émissions de carbone de la France. Et puis le deuxième objectif de réarmement de l'industrie française en améliorant la compétitivité carbone et en développant l'industrie de la décarbonation. Là, il y a assez peu de chiffres que j'ai pu trouver sur des objectifs, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'industrie manufacturière aujourd'hui, ça représente 11% du PIB de la France, et 13% si on prend l'industrie au global, industrie manufacturière 11%, contre 22% en Allemagne et 16% en Italie, et cette taille a été divisée par 2 depuis les années 70, ce qui n'a pas été le cas ni en Allemagne ni en Italie. Donc en France, on a un sujet finalement de réarmement industriel qui n'a échappé à personne et que Thierry Déot a mis en valeur tout à l'heure. Il faut peut-être, deuxième chiffre quand même, rappeler que l'industrie, même si ça a beaucoup diminué, c'est important. C'est 260 000 entreprises en France, essentiellement des PME, des TPE. C'est un chiffre d'affaires qui est un peu au-dessus du trilliard d'euros et une valeur ajoutée de 300 milliards d'euros. Et puis, c'est 3 millions d'emplois directs et 4,5 millions d'emplois indirects. Donc, il y a un énorme enjeu, finalement, effectivement, de réarmer l'industrie en France. Et puis, on est donc dans cette opportunité unique de le faire avec l'industrie verte. Merci pour ces chiffres, à la fois les chiffres, le constat, mais aussi les chiffres de l'avenir, nos objectifs, parce qu'en effet, on a besoin de chiffres pour se projeter et connaître nos objectifs et aller vers cet avenir, vers ce récit. Au-delà des chiffres, quelle opportunité aujourd'hui représente la réindustrialisation verte pour les entreprises et qui les mettent en mouvement ?
Alors, moi j'ai trois convictions là-dessus. La première, c'est que là, avec l'industrie verte, on a une opportunité qui est unique parce qu'on n'a jamais eu depuis 30 ou 40 ans l'opportunité de recréer des greenfields, des très gros greenfields en France ou des gros revamping industriels. Et donc finalement, l'industrie verte, c'est l'occasion de mettre en œuvre ces greenfields et ces revamping. Donc c'est une occasion unique et il faut la saisir immédiatement parce qu'en fait c'est maintenant que les usines, on le voit il y a des annonces sur les batteries pratiquement tous les jours, on en a beaucoup parlé dernièrement. Donc c'est maintenant que ça se passe et si on attend 3 ou 5 ans, en fait toutes les usines seront déjà installées, ce sera trop tard, quoi. Donc voilà, ça c'est la première peut-être conviction. Ma deuxième conviction, Virginie, c'est que finalement l'industrie verte, ça a longtemps été vécu comme une contrainte par mes clients industriels. Qui étaient embêtés par la contrainte administrative, les capex que ça représentait pour eux, les investissements très lourds, et puis par la dépréciation des actifs et la déstabilisation du modèle économique qui était entraînée par la décarbonation et les injonctions de décarbonation qu'ils recevaient sans cesse. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que les industriels en France et en Europe ont changé de pied, ont opéré un véritable pivot, et aujourd'hui, la décarbonation, c'est au cœur des business models des industriels. On est passé du statut de la contrainte au statut de l'opportunité. Comment est-ce qu'on est passé par là ? Il y a effectivement un enjeu de compétitivité par la décarbonation, avec la taxe carbone, avec le fait que désormais, si on veut continuer à vendre, ou en tout cas dans quelques années, si on veut continuer à vendre des produits, il faudra être décarboné, sinon on disparaîtra, tout simplement. La deuxième chose, c'est que la décarbonation, c'est une opportunité énorme d'innovation. Moi, mes clients, c'est des clients dans l'industrie lourde, c'est la chimie, c'est l'acier. Aujourd'hui, 90% du portefeuille d'innovation, c'est l'innovation de décarbonation. Donc 90% des opportunités de croissance à venir, c'est de la décarbonation. La croissance sans décarbonation, ça n'existe plus. Voilà. Et puis peut-être une troisième conviction, c'est que l'industrie verte, ça va changer profondément et structurellement le modèle économique de nos industries, et ça, il va falloir s'y préparer un tout petit peu. Alors, je reprends mes notes parce que j'avais un tout petit peu préparé, mais en gros, ce que je me note, moi, c'est d'abord, il va y avoir une accélération des relocalisations. Alors ça tombe bien parce que c'est le propos de la loi sur l'industrie verte, avec des supply chains qui seront nécessairement plus courtes, des gaz à émissions de serre, des gaz à effet de serre logistiques qui devront être réduits, un mix décarboné européen qui est quand même plus sympa que d'autres en Asie. Et puis l'impact des subventions, le retour des aides d'État qui est annoncé clairement par l'État français, par les gouvernements européens. Donc tout ça, ça va accélérer les relocalisations. Le deuxième impact, ça va être une inflation durable, parce qu'en fait, plus on met de contraintes sur les process et sur les matériaux, plus on a d'inflation, c'est mécanique. Exemple, RE 2020, construction de maisons individuelles, en plus de l'inflation naturelle, si j'ose dire, plus 15% de surcoût dans la construction. Le troisième impact, ça va être un niveau d'incertitude plus important, avec des business models qui, je le disais, doivent pivoter, une dépendance plus grande à l'innovation et au pari technologique, les investissements dans des équipements également technologiques, il ne faudra pas se tromper dans les équipements qu'on mettra en place, ça va coûter très cher. Et puis un rythme de substitution des matériaux qui est plus rapide. On le voit dans le packaging, par exemple. On parle beaucoup de la substitution du plastique par d'autres matériaux, mais en fait, tous les jours, là aussi, il y a des annonces. Voilà, donc tous ces impacts, il va falloir en tenir compte. Il va falloir qu'à la fois les industries et les gouvernements se préparent pour ça. Merci Ambroise. On va parler de comment faire dans quelques instants. Important de parler en effet des relocalisations et de ces nouveaux métiers que sont les métiers de l'industrie. Les nouveaux métiers de l'industrie, ce sont les métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais ce sont aussi ceux qui existent aujourd'hui et qui se transforment. Et les projets de relocalisation sont emblématiques sur le sujet. Relocaliser, ça veut dire réinventer toute la façon dont on a pensé l'industrie, la supply chain, les process jusqu'à présent. Donc c'est extrêmement transformant également sur des métiers qui existent aujourd'hui. Gabriel, merci d'être avec nous encore une fois. Vous représentez l'État et sa puissance d'investissement, de soutien, sa puissance également pour se fixer des objectifs pour l'avenir qui s'est illustré hier avec des objectifs ambitieux. Je crois que vous allez y revenir. Quelles opportunités voyez-vous en matière d'industrie verte pour l'État ? Bonjour à tous, merci de cette invitation. Mes félicitations à Olivier et à l'équipe de la SEIN pour ce timing tout à fait opportun, pour avoir réussi à imposer votre calendrier à l'Élysée. Peu y arrivent. Alors, une toute petite précision pour commencer, la Caisse des dépôts et puis à travers ces différentes entités, dont la Banque des territoires et un établissement public, on n'est pas tout à fait l'État. Dépend de l'État, on est sous la tutelle du Parlement.
mais on opère l'argent des Français. Ça, c'est clair. Alors, quelles opportunités? On parle pas mal là, depuis l'intervention de Thierry en ouverture, de contraintes et opportunités. On vient de l'évoquer à nouveau. On est vraiment à cette transition-là. L'opportunité pour la puissance publique dans son ensemble, c'est de pouvoir accompagner cette transformation qui s'impose. On parle de réglementation. Le président de la République a évoqué les sujets réglementaires à plusieurs reprises lors de son intervention hier. On est en train de parler d'une évolution du cadre législatif réglementaire qui peut être perçu comme des contraintes, mais on est surtout en train de chasser les opportunités pour s'adapter aux contraintes du monde autour de nous, à commencer par les contraintes naturelles. Et donc les opportunités qu'on a, c'est tout simplement de faire au mieux, d'accélérer ce qui doit être accéléré, de freiner ce qui doit être freiné, et en tout cas d'accompagner les transformations d'une manière qui soit créatrice d'opportunités, créatrice de valeur. Vous l'avez dit en ouverture, l'industrie n'est pas une fin en soi, c'est un chemin, c'est un moyen. L'objectif est et reste, c'est gravé dans la raison d'être de la Caisse des dépôts, l'intérêt général, et avant tout l'intérêt général des citoyens de notre pays au niveau de la France. Alors une fois qu'on a dit ça, concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de trouver les moyens, et merci pour la question, madame, posée tout à l'heure à Thierry, d'accompagner les transformations en allant chercher, certes, les opportunités de création d'emplois, mais n'oublions pas que les transformations embarquent des ruptures et que les ruptures peuvent être douloureuses. Et on évoque les innovations, la transformation des industries. Nous gardons en tête aussi que certaines industries vont devoir se transformer profondément au point de ne plus rien avoir avec ce qu'elles sont jusqu'à présent, voire vont disparaître. L'industrie entière de l'oil and gas fait ce qu'elle peut pour se transformer, mais le jour où l'industrie de l'oil and gas sera transformée, on ne l'appellera plus l'industrie de l'oil and gas. Ce sera totalement autre chose. Et côté Banque des Territoires et côté État, on est extrêmement vigilant à ce que ces transformations systémiques soient dans la maîtrise et l'accompagnement des dommages collatéraux qui, à nouveau, s'imposent à nous. Les pertes d'emplois et des sujets qui ne touchent pas directement l'industrie, mais où l'industrie peut apporter des solutions. Je vous donne un exemple, le retrait du trait de côte, conséquence directe du réchauffement climatique. L'industrie peut apporter des solutions sur la capacité à transformer du bâtiment. Alors nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire côté Banque des Territoires ? Un peu comme tout le monde, on cherche à faire mieux là où c'est possible et puis à faire différemment là où l'amélioration incrémentale ne suffit pas dans un cadre de développement équilibré. On le fait à travers 4 priorités. Je pense que ceux qui nous ont déjà entendu parler, moi-même ou mes collègues, nous ont déjà entendu dire, parce qu'on répète ça à l'envi depuis 2020 et depuis qu'on parle du plan de relance industrie. L'aménagement et l'immobilier industriel. La Caisse des dépôts, presque premier aménageur de France, on va dire, en tout cas opérateur historique de l'aménagement et du développement local. On a beaucoup parlé de foncier ces derniers temps, à nouveau hier dans le discours du président de la République. On a évoqué des sujets de friches, de sites clés en main, j'y reviendrai. La transformation énergétique et écologique de l'industrie, évidemment. Pour une entité comme nous, ça passe à travers l'investissement dans des sociétés comme Life à Bouin, par exemple, qui produit de l'hydrogène décarboné à partir d'électricité éolienne. La formation, sujet absolument clé, et on salue les annonces d'hier sur un nouveau coup d'accélération pour la transformation des métiers. Il y a encore 50 000 emplois industriels vacants en France. Et on parle souvent des sujets budgétaires et financiers, on parle beaucoup depuis quelque temps des sujets fonciers, mais n'oublions pas qu'un des premiers problèmes des industriels en France, c'est de recruter et de trouver les talents. Il y a des usines aujourd'hui qui ne s'ouvrent pas ou qui ferment,
Pas pour des problèmes d'argent, pas pour des problèmes de supply chain, pas pour des problèmes d'impôts, mais pour des problèmes de recrutement. Parce qu'il faut mettre des gens sur les machines. Et puis nous accompagnons les territoires dans leur stratégie territoriale. Alors c'est compliqué d'accompagner les écosystèmes territoriaux, mais ça porte ses fruits. Depuis 2020, on a accompagné 175 projets industriels et d'infrastructures liées à l'industrie. Thierry Déault le rappelait dès son premier propos, les infrastructures sont indispensables à l'industrie. Ça fait 700 millions d'euros en 3 ans presque et demi, et on continue. Merci Gabriel. Alors, en effet, la formation, le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Hier, on a parlé de Dunkerque. En effet, c'est un territoire extrêmement attractif qui accueille des implantations à un rythme très soutenu. Le revers de la médaille, c'est qu'il va falloir recruter, il va falloir des talents. Et les nouvelles entreprises qui s'implantent à Dunkerque, comme celles qui sont déjà implantées à Dunkerque, rencontrent d'ores et déjà l'enjeu soit de recruter, soit d'attirer de nouveaux talents, soit de retenir leurs talents existants qui risquent de partir vers de nouvelles implantations. C'est vraiment tout à fait, on l'a tout à fait illustré hier. Merci Gabriel, on va revenir sur comment faire à nouveau tout à l'heure. Alors Jean-Thomas, vous intervenez dans le secteur du transport, particulièrement concerné par la transition environnementale, mais également l'attractivité de l'industrie. On parle de recrutement. Je rappelle la crise majeure de recrutement que vit le secteur du transport aujourd'hui. Quelles opportunités représente pour vous l'industrie verte et plus largement pour le tissu des entreprises de taille intermédiaire, avec en chapeau cet avenir que l'on nous promet grâce à la réindustrialisation verte? Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors, vous avez dressé un portrait rapide tout à l'heure de notre groupe que je vais très légèrement compléter sur la partie justement environnementale. Donc notre groupe, donc on a cité un certain nombre de chiffres. On se définit comme créateur de solutions de transport et logistique. C'est très important parce que je ne viens pas défendre une modalité de transport. Je ne suis pas de transporteur, je n'ai pas une flotte de camions à défendre et à transformer très en profondeur. Nous, on opère en fonction des besoins de nos clients et en fonction de leurs sollicitations, en tenant compte d'un certain nombre de critères, la sensibilité du fret, le prix, les délais, justement de plus en plus les enjeux écologiques. On opère en fonction de leurs besoins. Donc on peut avoir un report modal sur le train qui peut être plus long et plus coûteux, mais qui satisfait un certain nombre de demandes. Donc voilà, nous on opère tout type de transport, donc évidemment camion, et c'est l'essentiel quand même, mais pour des raisons très pratiques et en fait d'exécution. Avions, bateaux, trains, etc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que on parlait tout à l'heure d'attractivité et de besoin de se transformer. 2 chiffres, d'abord sur le secteur, le TRM, donc le transport routier de marchandises, représente 20% des émissions de CO2, donc c'est quand même un enjeu considérable. Et notre groupe, c'est 370 000 tonnes de CO2 par an, donc c'est l'équivalent de 37 000 personnes. Pour donner un chiffre qui parle. Donc pour nous, il y a un enjeu existentiel à la transformation de notre entreprise. Malgré tout, on a anticipé les choses, on a bien avancé. Aujourd'hui, on est certifié EcoVadis, pour ceux qui connaissent ce label, Gold, c'est-à-dire qu'on a fait partie des 5% des entreprises mesurées les plus vertueuses, entre guillemets, alors tenant compte évidemment d'un certain nombre de critères autres que la transition environnementale, mais la transition environnementale en fait partie. Donc nous, tout à l'heure, j'ai entendu effectivement Ambroise qui disait mais on est passé d'une contrainte à des opportunités. Je vais revenir sur la question de l'opportunité assez vite, mais effectivement, nous, ce qui nous a fait bouger en premier, c'est les contraintes. Donc, comme quoi, il faut quand même en avoir de temps en temps. Mais l'émergence des ZFE, qui était un concours Lépine au départ, de la solution la plus complexe à mettre en œuvre, avec chacun qui prônait sa solution la plus radicale pour supprimer le transport en ville, ça nous a obligés à bouger assez en amont en fait pour être en capacité d'exécuter et de livrer le centre-ville, tout simplement, c'est-à-dire de pouvoir faire ce pourquoi nos clients nous payent. Et donc il a fallu qu'on anticipe, sans être capable d'ailleurs de le pricer, de le monétiser, la transformation de notre flotte. Et ça, c'est un élément qui a pesé très très lourd et qui continue à peser, puisqu'à partir du 1er janvier prochain, 1er janvier 2024, toutes les villes de plus de 150 000 habitants seront dans l'obligation d'avoir une ZFE, qui peut être d'ailleurs assez large et dépasser d'ailleurs le simple supercentre, enfin hypercentre. Donc ça nous oblige à bouger avec des contraintes, notamment
d'exécution et de scalabilité du déploiement qui est importante, puisque, encore une fois, chaque ville a sa solution un peu différente, et donc c'est parfois un peu difficile d'investir globalement sur un projet d'ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Il y a la ZAN. On en a parlé aussi. Alors, ce n'est pas directement lié avec la transformation de notre environnement, mais pour nous, évidemment, on a 45 sites, 50 sites liés au tertiaire industriel, forcément pour exploiter. Plus on est l'ennemi public numéro 1. Alors, on prend un foncier dingue parce qu'on a besoin de circuler avec nos camions. Nos camions circulent, ils abîment les routes. C'est des camions, donc c'est pas bien vu. On crée assez peu d'emplois. Donc j'aime autant vous dire que les communautés urbaines nous regardent avec une certaine réticence, voilà, pour le moins. Donc ça, c'est évidemment des enjeux. Et tout à l'heure, j'entendais parler des friches industrielles. C'est un peu la réponse fourre-tout, les friches industrielles, parce que moi, je ne peux pas opérer depuis Sarreguemines la livraison de Strasbourg. Ça n'a aucun sens écologiquement et en termes de coût. Donc on ne peut pas tout régler comme ça quand même. Et puis le dernier point, c'est le décret tertiaire, etc. Donc on est parti de contraintes importantes en se disant, il va falloir le faire quand même, sinon on n'existera plus. Et puis, petit à petit, effectivement, je sens qu'on est dans cette bascule, dans ce momentum-là, où on voit apparaître un certain nombre d'opportunités. D'abord business. Je vous cache pas que notre pricing power dans le transport, sur la chaîne alimentaire, je pense qu'on doit être juste devant le facility management, donc on n'est pas une capacité à monétiser très fortement nos modifications, mais quand même. Aujourd'hui, l'écologie fait partie des points, ou en tout cas les efforts qu'on fait en la matière font partie des points qui sont reçus par les clients. Néanmoins, quand on leur dit, voilà, on va livrer avec plus de camions électriques ou plus de camions GNV, etc., ça coûte tant. On nous dit, en diesel, c'est combien, quoi. Donc il y a quand même une question encore de mentalité de l'écosystème qui change, mais on voit bien qu'on est capable de gagner de nouveaux business. Et moi, j'ai gagné de nouveaux clients qui sont des beaux noms, des bons nominatifs, parce qu'ils sont très en amont et très en avance sur cette transformation écologique et sur la prise de conscience vis-à-vis de leurs propres consommateurs d'ailleurs. Il y a la réduction des coûts. Par exemple, l'année dernière, on a réduit de 14% notre consommation énergétique dans nos bâtiments devant l'émergence du coût, et ça c'est aussi des opportunités, et c'est toujours la même chose, hein. C'est des réveils et ça nous oblige à bouger, mais je pense que cette réduction de coûts est importante. On travaille beaucoup plus sur l'éco-conduite, etc. Devant l'augmentation des coûts, on a pris un certain nombre de mesures qu'en fait on aurait dû prendre depuis très longtemps, qui sont des mesures d'économie simple, mais qui finalement favorisent aussi la réduction de nos coûts, donc ça reste une opportunité. Et puis après, vous avez l'attractivité du personnel, hein. Vous rappeliez la difficulté qu'a notre secteur à attirer des talents. Rien que sur les chauffeurs, c'est 50 000 chauffeurs en moins. Depuis la guerre en Ukraine, on a perdu aussi un contingent terriblement important de chauffeurs. Donc ça continue à s'accélérer. Mais alors, c'est toutes les parties prenantes, hein, c'est-à-dire de la DSI aux opérationnels, administratifs, chauffeurs, etc. Donc on a en la matière. Je dois dire que quand on regarde par exemple les enquêtes qu'on fait en interne, alors on est labellisé Great Place to Work, mais la partie fierté est quand même très importante et joue très fortement, et ça c'est quand même des points à noter. Donc voilà, nous on considère que c'est une opportunité qu'il faut absolument intégrer dans notre business plan. Pourquoi ? D'abord parce que nous-mêmes ça a des coûts, donc il faut qu'on ait ce ROI, et il y en a. Et deuxièmement parce que je pense que si on ne l'intègre pas vraiment dans notre business plan, au premier coup de vent, à la première retournement de conjoncture, c'est la première chose qu'on va balayer pour se recentrer sur nos besoins. Donc il faut vraiment, moi je pense que si on fait ça pour faire joli, cerise sur le gâteau, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'on l'intègre dans notre business. Et pour revenir aux ETI, j'ai entendu tout à l'heure en introduction Thierry Déhaut dire voilà, il y a une question de filière, de nouvelles industries, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et ce que je dis n'est pas excluant par rapport à ça. Mais pour moi, là je parle un peu de la catégorie d'entreprises sur laquelle je travaille, vous l'avez dit, les ETI, je pense quand même que l'enjeu c'est la transformation incrémentale de l'industrie existante. Et là, il y a vraiment un besoin très structurant. Je rappelle que les ETI, c'est 125 000 établissements répartis à 70% dans des entreprises de taille moyenne. Donc il y a un rôle un peu pivot, un peu accélérateur de cette transformation de ces ETI-là, qui elles-mêmes vont entraîner leur écosystème dans leur propre transformation. Et je pense que c'est vraiment cet impact sur les ETI et sur leur écosystème qui représente pour moi une opportunité majeure. On reviendra après. Par contre, il y a un point avec lequel j'étais radicalement opposé, c'est la question de la fiscalité, où j'ai entendu que ce n'était pas un problème. Bon, là, j'ai quelques réserves, mais on y reviendra peut-être après.
Ça marche, merci. Oui, je pense qu'on y reviendra. Merci pour ce tour d'horizon des opportunités pour Epner et pour les entreprises de taille intermédiaire. Alors, on a effleuré des sujets territoriaux avec l'ASAN, donc zéro artificialisation nette des sols, le foncier, l'aménagement, l'impact territorial. Le mouvement des entreprises de taille intermédiaire lance également des travaux sur le sujet, sur l'impact territorial de l'entreprise. Et je cite Alexandre Montet, directeur général de METI, qui le dit, et je suis tout à fait d'accord, on ne parviendra pas à une réindustrialisation sans un alignement parfait entre l'attractivité des territoires et la compétitivité locale. Jérôme Brossier, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quelles opportunités représente l'industrie verte et comment elle s'incarne à Béthune-Bruay? Oui, bonjour à tous, merci. Je pense que la première chose à dire, et c'est un peu un fil directeur, un fil rouge, j'ai l'impression depuis ce matin, c'est vraiment une conviction assez forte qu'on porte sur le territoire, c'est que le développement économique, au-delà même de l'industrie, se passe avant tout par une relation directe entre le territoire et ses entreprises. Donc c'est vraiment un fondement assez fort dans notre intervention depuis plusieurs années. Et on est assez satisfait de voir que, notamment, c'est évoqué que parmi les 5 piliers de l'industrie verte qui étaient mis en avant. Donc il y a vraiment cette logique de dire que l'entreprise, et notamment l'industriel, doit finalement être un partenaire du territoire, un acteur impliqué sur son Voilà, ça va mieux. Donc voilà, et donc c'est vrai que l'image de l'industriel qui consomme son territoire, qui est une image alors qu'on a un petit peu connue dans une certaine mesure récemment, avec la fermeture de Bridgestone, donc en 2020-2021, groupe international implanté depuis 50 ans sur le territoire, donc qui décide de fermer son site, considérant des logiques macroéconomiques qui sont tout à fait légitimes et logiques, mais évidemment du point de vue du territoire, c'est un choc, en l'occurrence un choc industriel. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'affermir et d'affirmer une bonne fois pour toutes cette logique de relation entre les industriels et les territoires. Et donc une fois qu'on a dit ça, peut-être évoquer différentes illustrations qu'on constate un petit peu au quotidien et qui d'ailleurs font écho à ce qui vient d'être dit. 5 illustrations en particulier. La première a été évoquée, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'elle est sous les feux des projecteurs aujourd'hui, elle le sera encore le 30 mai, c'est la filière batterie qui se déploie en particulier en région de France. Donc c'est vrai que nous on a le plaisir aussi d'accueillir la première Gigafactory donc de batterie, donc ACC, qui est un projet porté par Stellantis, Mercedes et Total. Donc qui sera la première Gigafactory française opérationnelle, donc avec une inauguration donc programmée dans 15 jours. Deuxième illustration, et là je rejoins tout à fait également ce qui a été dit sur la transformation de contraintes à opportunités. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate, c'est un vrai volontarisme des entreprises sur le sujet. Énormément de projets finalement qui viennent des entreprises. J'ai envie de dire, il y a des braises qui sont présentes. Le rôle du territoire, c'est de souffler sur ces braises et d'accompagner les entreprises finalement à enflammer un peu les choses autour de ces logiques d'écologie industrielle, de transition énergétique et autres. Petite anecdote qui, je trouve, illustre assez bien, sur une zone d'activité, 80 entreprises, 3200 salariés. En 2022, on a constaté que 3 entreprises avaient développé des jardins sur leurs espaces verts. Il y en a même, pour pousser l'anecdote encore plus loin, une entreprise donc, qui s'appelle Moventech, 20 000 m² de bâtiments, 140 salariés, donc qui est vraiment très poussée dans l'industrie de la mobilité, de l'électronique, a signé un partenariat avec une start-up qui fait de l'accompagnement en permaculture. Et cette start-up voulait développer un projet démonstrateur. Finalement, le Moventech a accueilli cette start-up. Cette start-up développe son démonstrateur en permaculture au sein de l'entreprise Moventech. Et l'anecdote fait que l'été dernier, 980 kg de légumes ont été distribués aux salariés de Moventech, justement issus de cette logique. Donc voilà, c'est vraiment des petites histoires et des anecdotes assez spécifiques, mais je trouve qu'ils illustrent très bien ce côté très volontariste, ce que l'on constate de plus en plus des entreprises qui prennent aujourd'hui de plus en plus ce sujet à bras-le-corps et qui se mobilisent dessus.
Une troisième illustration, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le projet Reverse Industry. Donc Reverse Industry, c'est la réhabilitation, la requalification des 30 hectares de Bridgestone en une plateforme industrielle multi-activité. Pas plus tard qu'hier, vous aviez l'inauguration d'Enea. Enea, qui est une start-up qui déploie un projet d'économie circulaire et de réparation de matériel professionnel. Et en fait, plus largement, le projet Reverse Industry, aujourd'hui, c'est 4 à 5 projets autour de l'économie circulaire, mais à dimension industrielle qui se déploient sur le territoire. L'exemple le plus parlant, et je pense que certains d'entre vous en ont eu écho, c'est Blackstar. Blackstar qui fabrique aujourd'hui, qui produit sur le site de Bridgestone son pneu, donc qui appelle Léonard, qui est un pneu entièrement rechappé, donc là encore une fois dans une logique d'économie circulaire et de réemploi. Donc voilà, le site Bridgestone aujourd'hui est en train de se transformer en moins de 2 ans, ce qui est quand même assez éloquent, en une plateforme industrielle pratiquement pleinement consacrée au projet d'économie circulaire industrielle. Et rapidement, 2 autres illustrations qui se déploient. Un gros volontarisme aussi sur les enjeux de réseau énergétique. À l'échelle de l'agglomération, on a la compétence évidemment de gestion des déchets. Donc on a un centre de valorisation énergétique en reconstruction et qui va se connecter aussi au réseau de chaleur et au réseau de certains sites industriels pour fournir de la chaleur et finalement aussi gagner que ça devienne un facteur d'attractivité. Dernière illustration rapidement, c'est un gros projet sur lequel on travaille actuellement qui s'appelle un corridor économique de la transition énergétique qui est travaillé avec nos amis québécois qui ont aussi pas mal à nous apprendre dans ces domaines-là, mais qui sont aussi en recherche de retour d'expérience et de dynamique. Donc voilà, on a vraiment, je le répète, cette conviction que la relation territoire-industriel doit être travaillée au quotidien en continu. On a ces différentes illustrations qui permettent finalement de montrer comment sur un territoire cela peut concrètement se mettre en œuvre. Et pour terminer, je dirais que le vrai enjeu aujourd'hui, et là aussi je pense que ça a été dit et redit, c'est finalement comment libérer les énergies dans les territoires. Je sais que nos élus, notamment notre président Olivier Gacquard, est particulièrement mobilisé sur ces questions-là. C'est finalement comment laisser donner la marge de manœuvre suffisante sur les territoires pour déployer des projets en phase avec les contraintes et les opportunités qui sont offertes sur ces territoires. On a nous par exemple la chance d'avoir sous notre sol du gaz de mine et donc avec des enjeux, comment exploiter ce gaz de mine dans ces enjeux de transition énergétique. Donc voilà, je pense que cette logique de libérer les énergies dans les territoires, effectivement, la Banque des territoires est particulièrement active et travaille très souvent à nos côtés. Je salue également tout le travail qui a été fait ces dernières années à travers le programme Territoire d'Industrie, qui est complètement dans cette phase-là. Et je pense que je suis convaincu que la deuxième phase de ce programme qui s'annonce va permettre de continuer de libérer ces énergies. Je citerai également le programme ZIBAC aussi de l'ADEME qui est quand même assez intéressant. Et nous, je ne vous cache pas qu'on attend impatiemment un éventuel petit frère à ZIBAC qui permettra justement à des territoires plus modestes que les nôtres de se positionner et encore une fois de souffler sur les braises pour enflammer le territoire d'initiatives vertueuses en écologie industrielle. Merci. Et en effet, on souhaite que la V2 de territoire d'industrie soit porteuse. Alors vous prenez un exemple qui est celui de Blackstar, en effet, qui est emblématique de cette reconversion vertueuse d'un site industriel majeur. J'ajouterais sur l'opportunité qu'a représenté l'industrie verte pour Blackstar un exemple. On a eu le plaisir de mettre Blackstar en relation avec l'IUT Paris-Rive-de-Seine dernièrement, donc il y a quelques semaines, pour travailler sa communication. Donc des étudiants ont travaillé pendant une semaine sur Blackstar, son modèle, sa communication, donc des étudiants parisiens qui ont travaillé sur une entreprise industrielle des territoires. Eh bien, je peux vous dire que pour les avoir observés pendant une semaine, ils ont très bien compris, tout à fait accroché sur l'aspect circulaire et vert du business model de Blackstar, et ce qui leur a permis de rentrer plus facilement dans des enjeux purement industriels et plus techniques. Donc là, l'opportunité, elle est claire et on était mieux compris avec Blackstar. Alors, merci. Formuler les bénéfices
et les opportunités de l'industrie verte, c'est important parce que c'est vraiment le cœur de ce qui va nous mettre en mouvement et ce qui va nous mettre en mouvement ensemble. On a la chance, et c'est la marque de fabrique de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, de réunir différentes parties prenantes, institutionnels, experts, entreprises, territoires, pour agir ensemble. En effet, on ne réussira que de cette manière. Alors une fois que les bénéfices sont posés, comment faire? Quelle priorité? Alors comme on est tous passionnés et que heureusement on a beaucoup à dire sur l'industrie, on a pris le temps de poser les bénéfices. On a 10 minutes pour parler chacun des priorités pour agir et pour suivre nos actions. Donc je vous invite à nous en donner quelques éléments brièvement, donc avec vos priorités. Donc Ambroise, commençons avec vous. Je suis une entreprise au hasard dans la chimie et la sidérurgie. Je veux m'engager ou accélérer la transition. Quelles sont mes priorités, actions ou questions à se poser? On vous donne 2 minutes, je pense, chacun pour... Voilà, 2 minutes pour dire beaucoup. Merci Virginie. En 2 minutes, c'est très simple. Pour moi, il y a un mouvement défensif, un mouvement offensif. Le mouvement défensif, c'est déjà de décarboner ses process de production. C'est la première chose à faire. Je crois que c'est largement encouragé aujourd'hui et c'est une condition de survie pour l'avenir. Et puis, il y a un deuxième mouvement qui est un mouvement offensif. Moi, ce qui me frappe, c'est que la totalité des grands groupes mondiaux en fait, ont pris des engagements de décarbonation qui sont extrêmement importants. Il y a une sorte de, je ne vais pas dire de course à l'échalote, mais en tout cas, il y a une espèce d'inflation d'annonces sur les ambitions en matière de décarbonation. Il va y avoir une espèce de mur de la décarbonation qui va arriver en 2025-2030 et beaucoup de groupes mondiaux ne vont pas réussir. Sont en grande difficulté en fait, pour tenir leurs objectifs parce que c'est extrêmement compliqué, parce que les technologies n'existent pas, parce que il faut tout changer, les process, les matériaux, les façons de travailler, la logistique et beaucoup d'autres choses. Donc je crois qu'il y a là une énorme opportunité pour les entreprises françaises, qu'elles soient grandes ou petites, pour apporter des solutions, vous parliez de solutions tout à l'heure, pour apporter des solutions de décarbonation dans les matériaux, dans dans les équipements, dans l'ingénierie, dans la façon de réfléchir à la décarbonation. Je crois qu'il y a un argent fou, je ne vais pas dire un pognon de dingue, mais il y a un argent fou à se faire. Et il y a une création de valeur qui est potentiellement énorme pour l'industrie française qui en a bien besoin. Merci Ambroise. Jérôme, même question pour vous, à 2 niveaux. Je suis une entreprise industrielle. Qu'est-ce que je dois faire pour vous, représentants des territoires, pour accélérer la dynamique? Et puis, je suis un territoire. Quelles sont les 2-3 priorités que je dois avoir en tête pour accélérer vers l'industrie verte? Je pense que pour un territoire, la première chose à faire, c'est une prise de conscience, l'éveil sur le monde fantastique de l'industrie. Je pense que dans les territoires, il y a énormément de pépites industrielles à tout niveau qui sont insoupçonnées par le grand public, par le territoire, par les élus aussi dans une certaine mesure. Donc voilà, je pense que pour un territoire, c'est quelque chose qui peut se faire en 2 temps. Premier temps, cette prise de conscience, et puis deuxième temps, se donner les moyens en conséquence. Nous, pour redonner un exemple, nous, on a créé un poste, on a recruté une chargée de mission en écologie industrielle, d'ailleurs qui est aujourd'hui dans la salle, pour justement accompagner les entreprises. Encore une fois, je reprends cette image pour souffler sur les braises. Donc voilà, je pense que le territoire, prendre conscience et se donner les moyens d'accompagner. Et puis, pour une entreprise, j'ai envie de dire, dans la mesure où effectivement l'entreprise se situe dans un territoire particulièrement éveillé sur ces sujets, c'est de toute façon s'ouvrir à son territoire, s'ouvrir au réseau. Nous, ce qu'on dit souvent aux entreprises, c'est racontez-nous vos histoires. Et nous, notre boulot, c'est d'aller transposer votre histoire auprès de qui de droit, qui peut vous aider, qui peut vous accompagner. Donc c'est vraiment créer un peu cet effet vertueux d'accompagnement. Et les entreprises doivent y accompagner. Et automatiquement, en particulier sur le sujet de l'industrie verte, où on s'attend quand même à avoir un certain nombre de leviers, notamment financiers, qui vont arriver dans les semaines, les mois, les années à venir. C'est finalement là aussi le couple gagnant entreprise-territoire qui va pouvoir aller mobiliser ces aides et ces leviers pour sortir des projets, pour sortir des concrétisations, lesquelles concrétisations sont donc amenées dans les mois à venir à se faire en particulier autour des enjeux de l'industrie verte. Merci. Madame la maire de Montceau-les-Mines hier le rappelait, vraiment impliquer les territoires, les élus dès le début des projets, c'est en effet faire jouer ce couple gagnant-gagnant, entreprise,
territoire. Merci. Jean-Thomas, j'aimerais que vous nous parliez également des quelques priorités qu'on doit avoir en tête si vraiment on veut se lancer dans cette transformation profonde qu'est l'industrie verte pour une entreprise, et puis peut-être pour faire le pendant sur les entreprises de taille intermédiaire. Oui, alors sur les entreprises de taille intermédiaire, on est plus dans le cahier de doléances que sur les... Mais non, sur la partie qui concerne mon groupe, donc j'ai expliqué un peu la particularité de l'organisation et de mon métier. Moi, j'ai un scope 1 qui représente 2%, un scope 2 qui représente 1% et un scope 3 qui représente 97% par définition. Donc vous voyez que le travail qu'il y a à faire sur toute notre chaîne de valeur, qui est en fait la sous-traitance. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut agir assez facilement, des sous-traitants qui sont souvent unipersonnels, qui avaient l'habitude d'acheter un camion d'occasion en Euro 3 pour passer en Euro 4 sur le marché de l'occasion, qui tout d'un coup doivent faire des leapfrogs énormes sans vraiment avoir une capacité à obtenir des aides. Ça, c'est extrêmement dangereux pour l'exécution à venir. Donc là, on a un vrai enjeu de priorisation, d'accompagnement, à la fois pour faire bénéficier notre sous-traitance de nos conditions d'achat, de s'engager sur des contrats de long terme, ce qui change un peu notre métier, sur des volumes, etc., pour les accompagner, pour qu'ils puissent eux-mêmes aller trouver les financements nécessaires auprès de leurs banquiers, etc. Mais c'est un vrai changement de paradigme et c'est en ça qu'il faut être capable de se remettre en cause assez fondamentalement. Mais c'est valable pour une partie de la sous-traitance. Je ne vous cache pas que Air France, qui représente, malgré que ça représente... je sais pas, 0,3% des envois que je traite, ça représente 10% des émissions de CO2. Voilà, quand on passe en aérien, c'est évidemment fondamentalement plus élevé. Là, j'ai un peu de mal à convaincre Air France d'accélérer son programme de transformation, mais je ne désespère pas. Et puis ensuite, sur les scopes 1 et 2, évidemment, scope 1, on en est maître. On a procédé à 75% de notre transformation, mais là c'est pareil, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'une politique claire. Quand on nous dit le gaz, et puis ensuite plus le gaz, et puis ensuite on nous dit électrique, oui mais il n'y a pas les recharges, etc. Donc vous faites vos investissements vous-même, ah oui mais ça vous n'avez plus le droit, etc. Il y a des changements assez perpétuels de pied, et il faut que nous-mêmes on soit très agiles pour pouvoir veiller à l'évolution des technologies, pour qu'à terme on aille vers de l'hydrogène vert, etc., etc. Et puis le scope 2 qui correspond à nos infrastructures sur lesquelles on travaille, on a mis beaucoup d'investissements en place, le changement de LED avec un ROI à 1 an, c'est 1,5 million d'investissement, les infrastructures, le Deep Key qui nous permet de suivre notre consommation. Et j'arrive au métier, je vais faire court, je vous rassure. Trois points importants que prône le métier dans sa transformation de l'industrie verte. D'une part, je reviens à la thématique de la fiscalité qui pour nous c'est un immense problème. À un moment où on a un mur d'investissement colossal, transformation digitale, transition environnementale, etc. Et puis tous les autres sujets, cybersécurité. Nous, on considère que la fiscalité de production est un frein colossal à l'exécution, ou en tout cas à la compétitivité du site France. Il y a quand même un écart de 40 milliards d'euros par rapport à la moyenne européenne. Et même si on parle en valeur absolue, on peut aussi parler en valeur relative. L'Allemagne, c'est moins de 1% du PIB, les taxes de production. En France, on est à 4%. Et donc, on est en permanence en immense décalage par rapport aux autres sites européens. Je ne parle pas de la Bulgarie, je parle de la moyenne européenne et des sites qui sont très proches de nous et qui nous font une vraie compétition, et notamment l'Allemagne. Mais j'ai entendu tout à l'heure que les charges qui pèsent sur les salaires des compétences les plus importantes ne posent pas de problème. Non, là, je m'inscris en faux par rapport à ça. Évidemment, jusqu'à 2,5 SMIC, ça ne pose pas de problème. Au-delà, c'est un vrai sujet de coût du travail, etc. Voilà. Et puis ensuite, on a tout ce qui est le fléchage, notamment de la fiscalité pour inciter les entreprises à réaliser leur transition. Je rappelle que les ETI ne bénéficient pas des subventions de l'État, puisque l'Europe fait que c'est limité à une taille d'entreprise qui ne concerne pas les ETI. Donc nous, on prône un suramortissement pour pouvoir justement flécher nos investissements sur cette partie-là. Et puis le dernier point qui est prôné par le métier, c'est la création d'un label EEE, triple E, qui veut dire Excellence environnementale européenne, qui a été cité d'ailleurs par le président hier, pour préempter d'ailleurs un tableau de bord d'indicateurs qui nous permettent vraiment de piloter notre transformation environnementale au niveau de l'industrie sans attendre, qui soit positif, c'est-à-dire qui permettent aussi d'obtenir un certain nombre de bonis, de crédits d'impôt, etc., sans attendre un CSRD qui va être qu'un reporting immense, lourd et qui en fait n'est que punitif, quoi.
Oui, merci. Donc, en effet, label triple E qui a été repris hier et dans le cadre du projet de loi Industrie verte. Gabriel, je vous laisse également le mot de la fin de cette table ronde. Quelle priorité pour soutenir toutes ces initiatives qui viennent du terrain? La réindustrialisation, elle se fait par le terrain, par l'ensemble de ces actions qu'on a évoquées. Quelle priorité? Et puis, quel mot de la fin, si vous le souhaitez, avant de passer la main pour une séquence grand témoin? On a épuisé notre temps, donc je vais m'efforcer d'être vraiment très court. Je vais m'appuyer sur un mot, qui est le mot d'écosystème. La mission qu'on se donne avec l'État, avec les organismes publics, avec les élus locaux, avec les régions, avec les fédérations d'industriels, c'est d'organiser les écosystèmes locaux à la bonne échelle. Ça dépasse un peu la Banque des territoires, mais c'est nécessaire aussi d'organiser les filières à l'échelon national ou souvent européen pour outiller aux bons endroits, réarmer les chaînes de valeur industrielles, des industries qui nous importent et qu'on veut renforcer ou construire pour l'avenir. C'est la mission qu'on se donne tous les jours. Ça a été annoncé hier. On consacre une enveloppe d'1 milliard d'euros sur les 5 prochaines années à soutenir les projets industriels sur 2 volets. 2 petits tiers à faire de l'accompagnement des projets ad hoc. Et donc là, j'invite les industriels, en particulier les industriels qui sont en cours de prise de conscience, mais qui ne savent pas vraiment par quel bout prendre les sujets, de décarbonation de leurs infrastructures, en particulier de leur immobilier industriel, de leurs infrastructures énergétiques, à venir nous voir. On peut vous aider. Et puis un gros tiers de ce milliard d'euros consacré à une initiative spécifique d'aménagement, les sites France 2030 annoncés par le président de la République hier, où il s'agit de continuer à équiper des sites, sites auparavant appelés sites clés en main, mais qui adressaient essentiellement les aspects réglementaires. L'objectif est d'aller plus loin dans du pré-aménagement, du pré-équipement, pour permettre aux industriels, alors je vais prendre une image un peu caricaturale, mais de poser leurs valises et d'aller très vite pour développer leurs projets d'extension, de création d'usines. Pourquoi cette idée nous est précieuse? On a des discussions en ce moment entre la Banque des territoires et Béthune sur Reverse Industry qui s'apparente un peu à ces objets-là, parce que une industrie, et en particulier les PME et ETI du territoire, ne vivent pas toutes seules. Elles s'inscrivent dans des territoires avec des acteurs locaux, publics et privés, dans des chaînes de valeur de prestataires, fournisseurs, sous-traitants, clients, et que la mission des forces publiques, c'est précisément d'organiser ces écosystèmes pour donner les moyens, souffler sur les braises et que le feu un peu sacré de l'industrie prenne. Merci à tous les 4 pour vos éclairages, à la fois sur les opportunités extrêmement importantes, de clarifier les opportunités de l'industrie verte pour nous tous, et puis les priorités pour s'y engager. Donc je vous rappelle les 5 piliers de l'industrie verte qui doivent nous guider: la décarbonation, les relocalisations, la production en France, la circularité, l'industrie inclusive, et puis une industrie fortement territoriale. Et je nous engage donc tous à nous mobiliser. Vous me disiez au départ, quand on a préparé cette table ronde, il y a un mot qui peut-être résume ce qu'on doit faire, chiche. Eh bien donc allons-y, mettons-nous en mouvement, et je passe la parole à Anaïs pour la fin de cette séquence des grands témoins.